Bonjour à tous et bienvenue à cette première session du Live Invest consacrée au placement sûr ce matin avec l'assurance vie naturellement. Nous avons la chance d'accueillir Charlotte Tamer qui est directrice conseil chez Yomoni, société de gestion de portefeuille et on va voir ensemble finalement ce qu'est l'assurance vie, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut magnifier pour en faire un placement finalement rentable et sûr puisque la sécurité est le fil conducteur de cette matinée. Charlotte, bonjour. Est-ce que vous comprenez l'engouement des Français pour l'assurance vie ? Oui, et pour l'assurance vie et même pour le fonds euro, parce que quand l'assurance vie est née, et je pense que sa naissance est bien plus historique qu'on peut l'imaginer, en fait l'assurance vie et le fonds euro ont toujours été associés. Donc en fait c'est une enveloppe qui travaille, comme on dit, en franchise d'impôt. C'est-à-dire que quand vous, investisseurs, en fait, vous mettez de l'argent dans l'assurance vie, tant que vous n'en sortez pas, vous n'effectuez pas ce qu'on appelle un rachat, vous ne prenez pas de l'argent sur l'assurance vie, il n'y a pas de frottement fiscal. Il n'y a pas de frottement fiscal. Et donc, du coup, ça permet à l'épargne de travailler ce qu'on appelle en franchise d'impôt et donc de mieux fructifier. Donc là, vous voulez dire en fait que c'est effectivement un produit de capitalisation, Voilà. Ce qu'on appelle une enveloppe de capitalisation, effectivement, au sein de laquelle, vous l'avez dit, pour les autres placements, le compte titre par exemple, chaque année, on va taxer vos gains. L'assurance vie, on ne les taxe pas s'il n'y a pas de retrait. C'est ça. Ce qui est super intéressant pour l'épargnant, puisque ça vous permet de placer plus, puisqu'on ne vous prend pas un petit bout chaque année pour les impôts, ce petit bout-là, c'est autant en plus que vous pouvez épargner. Voilà, on pourrait même donner un exemple concret. Imaginons que vous placiez 100. À l'époque lointaine, mais pas si lointaine, le fonds euro rapportait 5%. À la fin de l'année, vous étiez à 105. Et l'année d'après, vous refaisiez 5%, non plus en partant de 100, mais en partant de 105. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés en matière de capitalisation. Et les intérêts composés sont une grosse part aussi de la performance à terme du placement. Donc, c'est une enveloppe qui est plutôt sympathique, oui, puisqu'elle permet de privilégier les intérêts composés et de protéger le capital dans le temps par rapport à sa performance. Et c'est vrai que vous l'avez souligné, mais au départ, quand l'assurance vie a été créée, dans l'assurance vie, il n'y avait que ce fonds en euros. D'ailleurs, c'était des produits d'assurance vie qu'on appelait monosupport. Il y avait un seul support, ce fameux fonds en euros, ce qui explique pourquoi finalement aujourd'hui, quand on parle d'assurance vie, on l'associe systématiquement, à tort peut-être aujourd'hui, parce qu'on va le voir ensemble, l'assurance vie a beaucoup évolué, mais on est vraiment au départ sur un produit unique avec fonds en euros. Voilà, tel qu'il a été créé, on a créé un réflexe, on a formé l'épargnant en fonds euros. Donc aujourd'hui, on lui explique, on tente de lui expliquer et de l'éloigner de ce support d'investissement. Mais en tout cas, c'est un mécanisme qui existe depuis, je dirais, plus de 15 ans, presque 20 ans, même plus de 20 ans aujourd'hui sur le fonds euro. Et donc, les gens ont eu l'habitude, on a créé un mécanisme de long terme. Et donc, comme on le sait, les habitudes sont toujours difficiles à défaire. On a eu une première tendance à l'unité de compte avec... Alors, c'est quoi des unités de compte ? Les unités de compte, c'est ce qu'on va appeler les actions ou les obligations, mais c'est un investissement financier qui est accessible dans l'enveloppe de capitalisation, donc dans l'assurance vie, mais qui n'est pas garanti en capital. Ça veut dire que ça peut prendre de la performance et à d'autres moments, ça peut en perdre. On prend toujours l'exemple de vous placer 100, vous pouvez monter, alors là, ce serait non plus 105, mais peut-être jusqu'à 110, mais vous pouvez descendre aussi à 90. Rappelons que les périodes de hausse et de baisse sont toujours des périodes temporaires. Ça ne reste pas figé. Les marchés financiers ne font jamais que monter, mais ils ne font jamais que descendre non plus. Donc, c'est la possibilité de variation du capital. Et il y a déjà plus d'une bonne dizaine d'années, je pense que ça fait à peu près 12-13 ans, un petit peu plus, il y a eu un premier amendement dans la loi qu'on appelle l'amendement Fourgousse, qui poussait les contrats monosupports à devenir des contrats multi-supports. Donc en fait, on incitait les gens avec un avantage fiscal qui était donc dans ces contrats d'assurance vie monosupport, donc avec le support unique fonds en euros, à en sortir pour aller vers des contrats qu'on a appelés multi-supports, où effectivement il y avait toujours ce fonds en euros pour rassurer les gens. Voilà, on gardait une part en fonds euros. Et puis d'autres supports investis, eux, sur les marchés financiers et qui n'apportaient aucune garantie. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, votre fonds en euros, en effet, vous preniez l'exemple de 100, il fait 5%, ça fait 105. Voilà. Ce qui est garanti avec le fonds en euros, c'est mes 100 que j'ai versés, mais c'est aussi mes 5. Mes gains sont chaque année acquis. Donc je ne peux pas perdre les gains avec le fonds en euros. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement sûr, d'extrêmement rassurant, ce qui n'est pas du tout le cas avec les autres supports. Seul le fonds en euros a cette promesse-là. Les autres fonds sont
plus risqué, vous l'avez dit, on a l'aléa boursier qui joue, l'aléa des marchés financiers. On n'a aucune garantie, en fait. Voilà, sur les autres fonds, vous n'avez aucune garantie. Non seulement vous n'avez pas la garantie de capital, mais vous n'avez pas non plus la garantie de minimum de rendement. Voilà, bon, c'est un fait. Après, on verra par la suite comment le nuancer et comment travailler avec ces unités de compte. Mais au final, on perd toutes ces garanties. Donc, on demande à l'investisseur, notamment depuis 2 ans là, on le bouscule un peu sur les unités de compte et on lui dit, oublie tout ce que tu as connu, le monde de sécurité et de rentabilité, et puis fonce dans la bourse. Alors que la bourse en plus a toujours eu, il y a un petit côté un peu euro million, quoi. C'est-à-dire, on peut tout gagner, on peut tout perdre. Il y a un petit côté casino, voilà, l'histoire qui a été véhiculée, alors que dans les faits, on va le voir aussi, c'est pas forcément ça, tout dépend comment c'est fait. Qu'est-ce qui a changé avec l'assurance vie? On parlait de l'assurance vie monosupport, donc ça c'était effectivement il y a longtemps. Aujourd'hui c'est multi-support. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui c'est un produit moderne qui répond aux besoins des épargnants? C'est devenu un produit financier. C'est-à-dire que en fait, le fonds euro n'est malheureusement, en fait, moi je fais souvent la distinction avec les clients que j'accompagne entre l'épargne et l'investissement. L'épargne, c'est tout ce qui va être garanti en capital, et actuellement on le sait, si vous placez 100, si vous ne prenez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous retrouver avec 99 €, mais pour autant, c'est pas pour ça que vous allez gagner de l'argent. D'accord ? Donc le capital est garanti, ça permet une disponibilité, c'est le rôle de l'épargne, une disponibilité à tout moment pour gérer les imprévus ou un projet de très court terme. Je sais pas, vous avez le projet d'acheter votre maison dans 6 mois, vous gardez tout sur du fonds euro, c'est la bonne solution. Oui, et ça on le fait évidemment en fonction de l'échéance et de l'objectif qu'on a. Tout à fait. Plus la durée est courte entre le moment où on investit et le moment où on est certain qu'on va retirer cet argent, moins évidemment on va en bourse, puisque c'est simple, mais si vous placez 300 000 € par exemple pour dans 6 mois et que dans 5 mois il y a un krach boursier, vous ne récupérez pas votre argent. Voilà. Donc dans ces cas-là, plus l'échéance est courte, en effet, plus on utilise ce fonds en euros. Donc on vous dit effectivement de sortir de ce fonds en euros pour aller chercher du rendement, mais ce fonds en euros, il est toujours là et il a encore une véritable utilité pour l'épargnant dans le cadre justement de cette assurance vie. Tout à fait. Dans le cadre de cette assurance vie, il peut répondre soit à des projets court terme, et après il peut répondre aussi à la version risque de l'investisseur. C'est-à-dire que on le verra par suite comment on définit un profil de risque, c'est-à-dire sur quel niveau de risque doit-on se placer. Donc ça se calcule en fait, c'est pas le hasard, on fait pas ça au doigt mouillé, mais on va se rendre compte que pour certains investisseurs, malgré, donc je pense que vous l'avez compris, des horizons d'investissement un peu plus longs, qui permettent de prendre un peu plus de risques, il y a des gens qui quand même ont une aversion au risque. C'est-à-dire qu'il faut prendre à la fois la durée de son projet d'investissement, est-ce que j'épargne pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, mais il faut aussi voir jusqu'à quel niveau de perte, moi investisseur, je suis toujours à l'aise. La psychologie dans l'investissement est quand même une pierre angulaire indispensable pour le bien-être des placements financiers, et le fonds euro va permettre de ponctuer, en fait, d'alléger un petit peu l'exposition en bourse. C'est-à-dire qu'elle va créer une contrepartie plus sécurisante qui va permettre à l'investisseur à la fois de prendre du risque tout en continuant de sécuriser une partie de ses gains. Et donc on va moyenniser la prise de risque pour coller au profil de l'investisseur. D'accord. Quelles sont les principales caractéristiques du fonds en euros? Est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que ça a changé? Est-ce que notre fonds en euros d'aujourd'hui, il ressemble au fonds d'euros d'hier? Hormis sa performance, j'ai envie de vous dire oui. Le fonds euro, alors la petite nuance, c'est qu'aujourd'hui, il existe tout un tas de fonds euros, puisque au final, les assureurs, il faut savoir que le fonds euro, c'est quand même le principal actif sur lesquels les assureurs collectent de l'épargne. C'est-à-dire que chez un assureur lambda, généralement, quand on regarde la collecte faite en fonds euros et la collecte faite en unité de compte, on est sur du 80-20. D'accord ? Donc les assureurs, en fait, le fonds euro, tout comme avant, il est garanti en capital. Il y a une partie de la performance sur la moyenne des 2 dernières années qui est garantie sur l'année en cours de l'investissement. Ça veut dire que la performance est garantie. Une partie de la performance est garantie. Pourquoi une partie ? Parce que c'est un certain pourcentage, en fait. De la moyenne des 2 dernières années. Ah bon. Voilà. Donc c'est ça qui est garanti aujourd'hui sur la partie de fonds euros. Et il faut savoir, même si vous, investisseurs, ça vous paraît naturel en fait cette garantie, ça coûte très cher à l'assureur. Pourquoi ça coûte cher à l'assureur ? Parce que comment l'expliquer, mais on peut l'exprimer simplement en disant non, indépendamment de ça, on peut dire simplement l'assurance vie, vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez.
Tout à fait. D'accord ? Donc l'assureur, lui, il a un petit paquet comme ça qu'il est tenu de vous garantir. Voilà. Eh bien, lui, il doit être en mesure de vous rendre cet argent À tout moment. 24/24, 7 jours sur 7, puisqu'il ne sait pas quand vous allez retirer votre argent. Et c'est à cause de cette garantie, justement, De qu'il vous offre de liquidité, qu'il est obligé d'avoir des placements dans son fonds en euros assez sécurisés. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a des réglementations, vous dites, ça coûte cher. Oui, le législateur, le régulateur lui dit à l'assureur, si tu as un fonds en euros, eh bien, tu dois avoir en fonds propres tel montant pour être sûr que si l'épargnant, enfin voilà. Et donc ça coûte cher, il doit mobiliser beaucoup de fonds propres. Il doit avoir des réserves. Voilà, il doit avoir des réserves, il doit être capable à tout moment de répondre à cette garantie et de vous rembourser. Et donc, ça implique des règles financières un peu compliquées. Et dans le contexte actuel, où l'argent liquide ne rapporte pas beaucoup d'argent, c'est le contexte économique général, pour le dire simplement, eh bien, il est de plus en plus difficile à l'assureur, en fait, de répondre à la fois à cette garantie en capital, à cette garantie de rendement et à cette garantie de liquidité. C'est-à-dire, comme vous le disiez, Mireille, de restituer les capitaux à tout moment sur simple demande de l'investisseur. Mais alors, en fait, ce qui se passe actuellement, donc on l'a vu, le rendement du fonds en euros, enfin on l'a vu, on va le voir, on va en parler encore, mais le rendement du fonds en euros baisse. D'après Cyril Chartier-Castler, à nouveau, Good Value for Money, le site, le rendement pour l'assurance vie individuelle serait en moyenne à 1,10% en 2020. Donc c'est le plus faible jamais enregistré et ça va continuer a priori de baisser. Et justement, il y a eu d'autres types de fonds en euros. On a eu des fonds en euros dits immobiliers. Donc les assureurs créent cette boîte noire finalement, mais avec plus d'immobilier dedans. Ou d'autres fonds en euros qu'on appelait les fonds en euros dynamiques, où là, l'assureur allait lui aussi, à l'intérieur de cette boîte noire, un peu plus sur les marchés actions. Et dans les deux cas, le fonds en euros immobilier, ça a des rendements supérieurs au fonds en euros classique, ça c'est certain. Mais il coûte tellement cher, lui, en fonds propres, ce que vous disiez tout à l'heure à l'assureur, que y a de moins en moins d'assureurs qui le proposent. Ou alors, quand ils le proposent, il y a vraiment des contraintes fortes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas placer 100% de votre versement sur ce fonds en euros. On va vous dire, OK, vous voulez entrer dans le fonds euro immobilier, très bien, mais vous ne mettez que 60% ou 40% de votre investissement et le reste, vous le mettez sur des unités de compte. Donc ça, c'est ce premier fonds qui est rémunérateur en effet. Mais enfin, vous allez me dire, est-ce que vous en voyez encore beaucoup sur le marché ? Je ne crois pas. Hein. Non, il y a quelques spécialistes qui se référencent, sur le sujet et qui sont plutôt bons en termes de performance et d'historique. Mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas chez tous les assureurs aujourd'hui. Oui, c'est pas quelque chose de très développé et ça l'est de moins en moins. Et puis après, il y a les fonds en eurodynamique. Et là, mais qui ont des garanties un peu différentes. C'est-à-dire que il n'y a pas de garantie de performance. En fait, le fonds eurodynamique, c'est un fonds euro. Alors, je ne sais pas si on a déjà abordé la question de la composition d'un fonds. Non, mais vous pouvez nous expliquer d'un fonds en euros. En fait, à la base, dans l'historique, la composition d'un fonds en euros, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un fonds en euros, on met une classe d'actifs qu'on appelle les obligations. D'accord. Donc l'assureur achète en fait des obligations qu'il met à l'intérieur d'un fonds et ensuite il vend le fonds, il met le fonds à disposition des investisseurs. Et ces obligations étaient à l'origine principalement des obligations d'État, donc un pays, notamment les pays européens comme la France, l'Allemagne, etc., qui émettaient en fait des bons du Trésor. Et en fait, quand ça a démarré, les bons du Trésor, ils rapportaient 5% et sur une durée donnée. Donc généralement, on va être sur des durées plutôt longues qui sont de 8 à 10 ans. Oui, les assureurs, c'est souvent des OAT 10 ans, oui. Oui, voilà, souvent des OAT 10 ans. Et donc, pendant 10 ans, on savait que l'obligation allait rapporter tel pourcentage pendant tant d'années. Et quand l'obligation arrive à terme, c'est-à-dire qu'elle arrive à ces 10 ans, eh bien, en fait, l'obligation, elle sort du fonds. D'accord ? Et on fait rentrer, en fait, à ce moment-là, de nouvelles OAT dans le fonds. Et donc, il y a un petit peu un roulement qui se fait, en fait, à échéance, et on en fait rentrer de nouvelles. Ce qui s'est passé, c'est que le rendement des OAT, on va prendre les 10 dernières années, a fortement chuté. Et donc, toutes les nouvelles obligations qui sont... Enfin, les anciennes étaient très rentables, mais elles sont en train de sortir. Et les nouvelles qui sont en train de rentrer sont extrêmement peu rentables, voire même avoir des rendements négatifs. Et donc, ça vient moyenniser à la baisse la composition du fonds euro. Et donc, les assureurs, ils sont un petit peu embriqués dans toutes ces garanties et ce rendement qui baisse. Et donc, ils ont essayé de trouver des alternatives. Sur un fonds euro boosté, vous avez une partie qui peut être exposée au marché actions. Et là, l'assureur, il ne peut pas vous offrir les garanties de rendement. Alors, qu'est-ce qu'ils promettent ? Du coup, dans ce fonds dynamique, la promesse de l'assureur, c'est quoi ?
Alors, on va avoir, en fonction en plus, tous ne se valent pas, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière, mais vous pouvez avoir une garantie en capital totale ou partielle, en fonction de l'exposition du fonds euro, et puis l'obligation de liquidité. Mais l'obligation de liquidité dans une assurance vie, elle est valable sur le fonds euro, elle est valable sur les unités de compte. En fait, l'obligation de liquidité... C'est quoi cette obligation de liquidité ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand l'investisseur dit moi, j'ai mis de l'argent en assurance vie, qu'importe qu'il ait fait du fonds euro, qu'il soit allé sur les marchés financiers. Oui, mais la promesse de l'assureur, c'est quoi sur ces supports-là ? Il vous dit, je vous garantis 80% du capital. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va dépendre de la règle en fait, du fonds euro, parce qu'il y en a tout un tas assez différents, et il peut promettre totalement ou partiellement la garantie du capital. Donc il peut promettre 100% comme un fonds euro classique, ou un peu moins. Parce qu'il y a du risque, parce que lui-même investit en actions, et il est incapable, compte tenu de ce risque de liquidité, de vous garantir 100%. De garantir le capital, parce que ça peut lui coûter très cher, en fait. Et par contre, il va plus ou moins garantir donc le capital, et donc ça c'est à l'investisseur de demander les conditions générales ou à la personne qui lui vend de bien lui expliquer, et puis ensuite la promesse qui est faite par l'assureur, c'est de dire au final vous avez un peu d'unités de compte, et sur les unités de compte il y a du risque, mais il y a aussi l'espoir de gain. Et donc, c'est de moyenniser la performance des OAT qui composent ces fonds euro boostés et de la petite exposition marché. On n'est pas sur des grosses expositions marché. On vient booster, on vient pondérer la faiblesse du rendement de l'obligation d'État qu'on a vu juste avant avec un peu de marché, en espérant que ça... Est-ce que vous le recommanderiez, vous, ce type de fonds en euros, ces fonds en euros qu'on appelle dynamiques ou boostés ? Est-ce que c'est une bonne solution ? Non, moi j'aime bien les choses simples. C'est-à-dire que si c'est un fonds euro, c'est un fonds euro. Si c'est du marché, c'est du marché. Mais au moins on sait où on va, on sait pourquoi on y va et ce qu'on en attend. D'accord. Voilà. Et donc ce fonds en euros, on l'a vu, c'est un produit financier, mais c'est un produit financier qui a un fonctionnement très particulier. Il y a des contraintes liées effectivement à la liquidité. Ça n'a rien à voir avec une SICAV ou un fonds commun de placement dont la valorisation change tous les jours. Non. Le fonds en euros, je ne peux pas regarder la valorisation de mon assureur tous les jours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est justement un produit beaucoup plus long. Surtout que la valorisation de votre fonds euro, elle va arriver en toute fin d'année, voire en N+1, l'année d'après. C'est-à-dire que les performances des fonds euros, elles sont toujours annoncées par les assureurs. Par exemple, la performance des fonds euros 2021, elle va être annoncée en 2022, elle va être versée sur les contrats en fin d'année. Et en fait, la différence, c'est que quand vous achetez un fonds commun de placement, donc un fonds commun de placement, c'est les gros camemberts qu'on met de toutes les couleurs et qui peuvent être en actions américaines, françaises, etc., dans lequel on peut investir sur le marché. Et là, effectivement, le capital, il y en a tout type, mais le capital est normalement pas garanti, d'accord, puisqu'on est sur le marché. Et donc, vous allez avoir des variations de cours de bourse. Sur le fonds euro, le capital n'est pas garanti et la performance n'est pas distribuée de la même manière. Oui. Voilà. Enfin, le capital est garanti. Le capital est garanti, pardon, sur le fonds euro. J'ai dit l'inverse. Mais le capital est garanti sur le fonds euro. Et donc, il n'y a pas de variation journalière puisqu'on ne travaille pas la performance de la même manière. Parmi les placements sans risque, l'assurance vie est la seule finalement à offrir une rémunération positive quand on a défalqué l'inflation. On l'a vu, voilà. Je le disais tout à l'heure, c'est assez faible. On a 1,10% de rendement moyen en 2020. Oui. Si on enlève les prélèvements sociaux, on est à 0,90. Et si on enlève encore l'inflation, on est à 0,4% de rendement réel dans votre poche en 2020. Pourtant, les assureurs disent, alors les épargnants, nous, on peut s'indigner et dire seulement 0,4%, mais enfin, les assureurs vous disent que c'est une très belle performance. Vous comprenez ça ? Oui. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que quand vous laissez votre argent cash, en liquide ou disponible en capital, il faut comprendre que c'est à peu près la même signification aujourd'hui, eh bien, on va même parler de liquidité. En fait, aujourd'hui, quand les dépôts, alors on parle de dépôts assez massifs. Donc sur votre compte courant, par exemple ? Sur un compte courant, quand on est sur des dépôts, alors je donne le chiffre, peut-être qu'on va être un peu éloigné du sujet, mais pour tous les dépôts cash au-dessus d'1 million d'euros aujourd'hui, il n'est pas rare de voir une banque taxer négativement le dépôt de cash à moins 0,5. D'accord, donc ça veut dire que là, ce n'est pas un rendement, c'est au contraire. C'est négatif. On vous garantit qu'on va vous rendre votre argent, mais on vous en rendra moins. Voilà, être liquide aujourd'hui, normalement, dans l'économie réelle, dans la vraie vie financière, ça coûte de l'argent. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on n'est pas vraiment liquide puisqu'on est en fonds euros, on est garanti dans le cadre d'une assurance vie, donc on a une contrepartie qui est un rendement, mais comme ce rendement reste très disponible et très sûr, puisque garanti, c'est déjà beau d'avoir 0,4%, quand en fait on se rend compte que dans l'économie réelle, l'argent liquide coûte moins 0,5. Oui.
Voilà, c'est ça. Alors c'est difficile. Donc c'est difficile effectivement pour les épargnants de visualiser, mais c'est quelque part une surperformance dans l'univers des placements sans risque, l'assurance vie avec ce fonds en euros parce qu'il a un fonctionnement particulier. Et vous le disiez tout à l'heure, comme c'est pas une SICAV au jour le jour, finalement pourquoi est-ce que ce fonds en euros il est capable lui de donner un rendement de 0,4% en moyenne en 2020? Mais il en est capable parce que vous le disiez, les assureurs achètent des obligations, mais par exemple là en ce moment dans le portefeuille d'un assureur, il a acheté des obligations cette année, mais il en a surtout acheté toutes les années d'avant. Donc il a pu en acheter il y a 8 ans, il y a 10 ans, et il y a 8 ans, il y a 10 ans, les marchés n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, et le rendement obligataire était bien meilleur. Donc en fait, à l'intérieur de ce fonds en euros, l'assureur fait une sorte de moyenne entre ses obligations anciennes, qui sont beaucoup plus rémunératrices, et les nouvelles qu'il est obligé d'acheter quand les anciennes arrivent à terme. Et tout ça, ça fabrique le fonds en euros. Ce qui fait que, par rapport à une SICAV ou un fonds commun de placement, il baisse beaucoup moins au gré des marchés. C'est un genre de gros paquebot qui, compte tenu de ce qu'a emmagasiné l'assureur à l'intérieur du fonds en euros, en obligations finalement mieux rémunérées, eh bien, la baisse, elle est beaucoup plus douce qu'effectivement sur une SICAV ou un FCP où là les obligations sont faibles, enfin les rendements sont faibles, donc là on le sent immédiatement. Le fonds en euros c'est beaucoup plus doux et c'est lié au fait effectivement que les assureurs ont des obligations anciennes dans leur portefeuille dont vous profitez encore. Tout à fait. Alors c'est beaucoup plus doux, mais c'est plus long. Et puis, enfin, a priori, quand même le dire à l'investisseur, il y a peu de chances que dans les quelques années qui arrivent, ça remonte. Oui. En fait, les fonds euros, vous le disiez très bien, les assureurs jouissent en fait des performances encore assez bonnes comparées à ce qu'on a aujourd'hui d'OAT qui arrive, d'obligations d'État qui arrivent à terme, c'est-à-dire vers leur 10e anniversaire et donc la vente de ces obligations-là. Mais toutes les nouvelles qui sont en train de rentrer sont de moins en moins performantes. Si demain, je pense que c'est un contexte dans lequel on est d'un point de vue économique, si demain l'inflation reprenait un peu, donc là aujourd'hui on note en Europe un début d'inflation lié à la crise du Covid et au confinement, c'est pas encore une inflation structurelle, c'est-à-dire que c'est pas ancré et ça va perdurer pendant quelques années. Pour le moment, c'est juste une conséquence de ce qu'on a vécu du confinement, reprise de certains secteurs d'activité. Et bien en fait, les obligations, enfin le fonds euro, comme il est garanti en capital, il ne va pas remonter au gré des nouvelles obligations parce qu'il a emmagasiné tout au long du temps pas mal d'obligations d'État qui, elles, étaient peu ou pas performantes. Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, les assureurs sont obligés, on le disait, ça baisse faiblement, mais ça va aussi remonter très si un jour les obligations sont à nouveau rémunératrices, donc avec un bon rendement, le fonds en euros, lui, va aussi remonter doucement, de la même manière qu'il baisse doucement, parce que justement, en ce moment, les assureurs sont obligés d'acheter des obligations qui valent rien. Donc, comme ils les gardent en portefeuille assez longtemps, le fonds euro sur un rendement assez faible. Donc ça, c'est, l'année prochaine, par exemple, donc en 2020, on disait 1,10 ou 1,30 de rendement moyen affiché sur les fonds garantis en euros. Ça, c'est ce que dit la FFSA en général et le marché. Qu'est-ce qu'on peut anticiper pour 2021 ? Est-ce qu'on peut rassurer les gens ? Est-ce que ça va être, donc 2021, vous l'avez dit tout à l'heure, le rendement, on le connaîtra en début 2022. Il sera plus bas que celui de l'année passée. Ça va encore baisser. Ça va encore baisser et malheureusement, étant donné l'inflation qu'on connaît, qui est une inflation de conséquences, mais aujourd'hui en France notamment, puisque ça a été constaté sur le dernier trimestre, il est possible que les chiffres annoncés où le fonds euro était légèrement au-dessus de l'inflation. J'ai bien peur que pour l'année à venir et peut-être l'année suivante, ce ne soit plus le cas. Donc il faut mettre quand même les épargnants en garde. Nous, on a tendance à dire qu'en fait, l'épargne, on y met aussi un petit peu le fonds euro, c'est un peu comme le Botox. C'est-à-dire que ça va vous empêcher de vieillir. Alors, vous ne pouvez pas perdre en capital, mais ce n'est pas pour autant que vous allez rajeunir. Et donc ça, il faut quand même l'avoir en tête parce que visuellement, on ne voit pas la perte d'argent, mais en termes de ce qu'on appelle l'érosion monétaire, surtout sur les gens qui ont des projets de long terme, quand vous épargnez pour la retraite, les études de vos enfants, ce type de projet à très long terme, eh bien en fait, vous avez l'impression que tout se passe bien, mais le jour où vous allez concrètement utiliser cet argent, vous allez vous rendre compte que votre pouvoir d'achat, ça suit pas. Enfin, qu'en termes de pouvoir d'achat, ça suit pas. Et ça, c'est très difficile aussi. Moi, c'est des choses que j'ai vécues en clientèle. C'est des choses qui sont très difficiles à assumer et à comprendre.
Voilà, donc il faut essayer d'anticiper un minimum, sans pour autant passer sur du 100% action. Je ne dis pas, je ne suis pas là pour prôner les marchés financiers, mais de trouver un juste milieu et en tout cas comprendre les concepts de l'investissement. Alors Charlotte, cette matinée, elle est quand même sous le sceau de la sécurité. Bien donc sûr. On a vu que le fonds en euros, le rendement s'était un peu affaissé. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'un épargnant qui a un profil plutôt prudent, est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est qu'un profil prudent ? Enfin, comment déterminer son profil de risque ? Première question. Et ensuite, cet épargnant-là, qu'est-ce qu'on lui dit de faire dans le cadre de son assurance vie pour avoir un rendement un peu meilleur ? Mais encore une fois, mon épargnant, il est prudent. Il n'a pas envie d'être en 100% action, il n'a pas envie des montagnes russes de la bourse, ça l'effraie. Il veut quelque chose, il a bien compris que le fonds en euros, c'était plus la martingale et qu'il fallait trouver quelque chose d'autre. Pour autant, il est prudent. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous lui recommandez à cet épargnant ? Tâche un petit peu complexe. Ma première recommandation, ce serait de respecter son profil de risque. Il est prudent, qu'il reste prudent. Surtout, ne pas se forcer. Comme on l'a dit tout à l'heure, la psychologie de l'investissement, c'est-à-dire de bien vivre ses placements. Alors, on ne saute pas toujours au plafond, mais de ne pas y penser de manière récurrente, c'est une bonne chose parce qu'on se rend compte que la sous-performance d'un portefeuille financier, qu'importe l'exposition, mais elle est souvent liée aussi à l'investisseur qui va interagir au mauvais moment. Il va avoir les yeux, on peut le dire comme ça, un peu plus gros que le ventre pour certains, et au final, il va se dire je prends du risque et quand ça gagne, c'est tout feu tout flamme, c'est génial, ça se passe hyper bien, et quand ça chute, et bien là, on se rend compte qu'on ne supporte pas, que c'est de l'épargne, qu'on ne sait pas où ça va, et du coup, on panique. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Donc d'abord, si on est prudent, on respecte son profil d'investissement. Pour connaître en fait, moi, quand je travaille sur le profil d'un investisseur, alors, il y a la possibilité d'avoir des questionnaires en ligne où en fait vous avez des algorithmes qui vont calculer objectivement et sans interaction humaine, et c'est intéressant de le faire très honnêtement. Soit vous le faites en pensant à un projet d'investissement. C'est une bonne base de départ, oui. C'est une bonne base de départ là vous n'avez aucune interaction humaine, ni celle de l'investisseur, ni celle du conseiller. Le conseiller reste un être humain, il a aussi un biais perceptuel. Donc ça peut être intéressant de passer par un questionnaire en ligne pour connaître son aversion au risque de manière totalement objective. D'accord, donc là, je passe par ce genre de questionnaire et j'ai mon profil. Voilà, je vais avoir un profil. On va me dire, est-ce que je suis... Alors, on a tendance à dire prudent, équilibré, dynamique, pour donner des repères. Et après, il ne faut pas non plus s'enfermer dans ces catégories-là. On va y venir juste après. Ensuite, pour définir un profil de risque, si vous n'avez pas accès à ce type de questionnaire, ils sont disponibles en ligne. Oui. Mais si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas confiance, moi, je pose 2 questions à mes investisseurs. La première, c'est quel est l'horizon de placement de votre projet. C'est-à-dire que vous êtes là pour placer de l'argent. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet spécifique. Ça peut être mais simplement... c'est pour quelle échéance ? Mais quelle est l'échéance ? Oui. Donc, alors souvent on bloque parce que les gens me disent moi, j'ai pas de projet. Bon, le projet, ça peut être juste d'épargner en cas de coup dur. D'accord ? Ou pour épargner pour les études des enfants, des trucs un peu standards, retraite, etc. Donc, une fois que vous avez ce projet-là, c'est de vous... derrière, vous vous projetez, vous vous dites, voilà, moi, la retraite, c'est plutôt dans 5 ans, c'est plutôt dans 10 ans, c'est plutôt dans 15 ans. Et en fait, l'horizon de temps doit normalement, de manière objective, donc là, je sors un peu l'investisseur, je ne prends que le projet, et en fait, l'horizon de placement doit déterminer l'exposition au risque. Donc c'est en fonction de mon horizon, du moment où je veux sortir, ou le moment où je vais vous dire, je veux récupérer mon argent à telle date, c'est en fonction de ça. Et c'est essentiellement en fonction de ça que vous allez déterminer quel est mon profil de risque. En tout cas, ça va me déterminer jusqu'où l'investisseur pourrait aller. Si un investisseur me dit, moi, j'ai 2 ans devant moi, il est hors de question d'aller sur une exposition boursière. D'accord. Si quelqu'un me dit, j'ai 15 ans devant moi, je peux lui dire, vous pouvez aller jusqu'à du 100% action. En fait, on a tendance à dire, quoi, du 100% action, on parlait de notion de risque, etc. Mais si vous pondérez le niveau de risque d'un portefeuille par une durée d'investissement, c'est-à-dire une durée passée dans l'investissement, en fait, vous réduisez le risque du portefeuille. Ça s'appelle, en termes un peu techniques, lisser la volatilité, mais ça veut dire faire abstraction du risque et aller chercher la performance positive. Et ça, c'est des statistiques qui ont été émises sur des années et des années d'observation de marché. Et par exemple, moi, quand on me dit aujourd'hui, c'est spéculatif de faire du 100% action, avoir un portefeuille 100% en action sur 10 ans d'investissement, ce n'est pas spéculatif. Si vous êtes sur des actifs qui sont bien diversifiés, il y a aligné niveau de risque
horizon d'investissement et la diversification, bien sûr, en portefeuille. On ne met pas tout sur une seule ligne du CAC 40, par exemple. On diversifie le portefeuille. Vous êtes, selon l'AMF, vous avez une gestion dite bon père de famille. Oui, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'effectivement, il y a une étude de l'économiste Marc Toiti pour Trade Republic. Et lui, il a calculé en fait la performance des marchés actions, inflation déduite. Donc sur 120 ans, on va pardonner le chiffre, mais aussi sur 10 ans, qui est un peu plus concret pour les gens. Et là, on était sur 10 ans, des actions internationales, on est à 7,6% de rendement chaque année sur 10 ans. Sur les actions, donc on voit bien que quand c'est long, il y a quand même une chance de gain qui est plus importante. C'est l'actif le plus rentable. Alors là, on est plutôt pour parler de prudence. En fait, on va réintégrer les actions à côté du fonds euro. Ça va être toute la... Donc en fait, pour être prudent, enfin en fonction de votre profil, on va mixer entre le fonds en euros et ce qu'on fait à côté. Voilà, donc on revient juste sur, d'abord vous respectez votre profil, ensuite, donc ça c'est une première base. Ensuite, vous allez, si vous ne connaissez pas votre profil, vous allez tester votre profil. Et la première question, c'est quel est votre horizon de placement, pendant combien de temps vous pouvez vivre sans cet argent. C'est-à-dire que vous avez d'autres capitaux placés par ailleurs et vous ne toucherez pas à ce capital investi. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je pose ensuite, c'est jusqu'à quel niveau de risque, et ce n'est pas une question facile à répondre, jusqu'à quel niveau de risque vous êtes capable de supporter sur votre argent sans paniquer et donc sans tout vendre d'un coup. Okay, c'est ça dont on a peur. Donc, on prend un capital 100 et je vais dire au client, si vous perdez 10, si vous perdez 20, si vous perdez 30. À partir du moment où on sent une hésitation de la part du client, il vaut mieux démarrer un peu plus light et puis monter progressivement si le client se sent impétent que l'inverse. Parce que ça peut entraîner des pertes enregistrées sur le portefeuille. Donc je dirais que pour choisir son niveau de risque, avant tout, et c'est peut-être aider les gens qui ont été un petit peu que biberonnés à l'épargne et non pas à l'investissement et au fonds euro pour se projeter un petit peu dans le marché action, déjà se rassurer, se dire si votre durée est longue, vous pouvez pondérer avec du marché action. Il y a un risque puisque vous n'êtes plus garanti en capital, mais selon toutes les historiques de marché que nous connaissons, c'est un risque raisonnable. En fait, c'est ça qu'on pourrait dire. Et donc, et ensuite, vous posez la question jusqu'à quel niveau de risque vous êtes capable de prendre sans complètement paniquer. Ça, quand on n'a jamais investi, on ne sait pas trop, donc on peut y aller step by step. Voilà, on peut après changer le risque en cours de vie du portefeuille. On y va progressivement, évidemment, accompagné par son conseil ou avec les règles dont vous parliez là. Voilà. Alors Charlotte, là on a vu un peu comment on investit aujourd'hui dans un contrat d'assurance vie, finalement en essayant d'aller chercher un peu plus de rendement, mais sans pour autant prendre trop de risques. Ce que je vous propose maintenant, c'est on a beaucoup de questions des épargnants. Donc on va répondre aux questions que les épargnants ont laissées sur le site dédié liveinvest.fr. Donc on va voir, vous allez voir, il y en a beaucoup. On essaiera de répondre à tout ça. Nous revoilà avec les questions des épargnants. Alors, la première question, on me dit « Bonjour, pouvez-vous faire un point complet sur la fiscalité des rachats, prélèvement ou déclaration des versements avant ou après 2017 ?» La réponse est non. C'est trop compliqué, la fiscalité de l'assurance vie. Je n'ai pas ça en tête. Je me demande qui a ça en tête, Charlotte. C'est compliqué. Elle est simple, la fiscalité de l'assurance vie, mais il y a des dates pour les contrats ouverts avant telle date, après telle date, les versements faits avant, après. Allez sur Internet, allez sur le site servicepublic.fr, c'est le site de l'État. Vous tapez fiscalité de l'assurance vie, servicepublic.fr, vous aurez tout le détail en fonction des dates. Parce que c'est impossible, enfin c'est quasiment impossible, sauf à faire ça tous les jours, de retenir cette fiscalité, je vous dis, en fonction de la date d'ouverture du contrat et en fonction je pense qu'il y a une fiscalité, on parle de septembre 2017, où en fait les versements effectués, ce qui est dur, c'est de savoir où sont les versements avant 2017, où sont les versements après 2017. Oui, mais ça c'est le rôle de l'assureur. Ça c'est le rôle de l'assureur pour rassurer l'investisseur. Oui, c'est pas à vous, investisseur, de vous intéresser à quand est-ce que j'ai fait mon versement, quelle fiscalité. L'assureur va vous le dire. Lui, il tient les comptes, il a des poches dans ses contrats. Et des simulateurs, parce que c'est quand même très complexe. Et avant 2017, il y avait une règle en 3 dates, entre 0 et 4 ans, en fonction de quand intervenait le rachat. Est-ce que c'est entre 0 et 4 ans? Donc là, ça n'existe plus vraiment, parce que c'était en 2017 et on est en 2021. Et ensuite, c'était entre 4 et 8 ans et après 8 ans. D'accord. Et aujourd'hui, donc là, il faut regarder, j'ai plus tous les détails, mais c'était un prélèvement libératoire forfaitaire plus prélèvements sociaux. Et puis, après 8 ans, une formule similaire à celle que l'on connaît aujourd'hui après 8 ans. Et pour les versements d'après 2017, c'est le PFU, prélèvement forfaitaire unique, 12,8 de fiscalité,
plus 17,2% de prélèvements sociaux avant la 8e année. Oui, enfin, alors ça c'est vrai, certainement, mais je vous encourage vraiment à à aller lire ça sur un site sérieux. C'est quelque chose de simple que vous trouverez de manière évidente, donc pas de panique, c'est facile à comprendre et à lire. Alors là, bonjour, j'ai une question sur la pertinence d'investir sur des ETF obligataires sur les UC de l'assurance vie. Les taux sont au plus bas et ne peuvent que monter. Donc pas de rendement si les taux stagnent et risque de perte si les taux remontent. Qu'en pensent les experts? Donc en gros là, on vous demande, est-ce que c'est une bonne idée d'investir sur des ETF obligataires dans le cadre de la poche unité de compte de l'assurance vie? Alors les ETF, je rappelle ce que c'est. Les ETF, ce sont des fonds financiers, mais qui répliquent un indice. Ça veut dire quoi? Ça, c'est vrai que c'est du charabia. Ça veut dire, par exemple, on vous dit, moi je suis un ETF Action France. Dans la composition de mon fonds, je vais avoir exactement la même composition, par exemple, que le CAC 40, qui est l'indice phare de la Bourse de Paris. Ça, c'est un ETF. Il prend un indice et il fait exactement... Un copier-coller. Un copier-coller. Il a dans son fonds exactement la même composition, la même pondération que l'indice. Alors les indices, il y en a des milliers sur les marchés. Et là, on parle d'ETF obligataire. Donc c'est un panier finalement d'obligations. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça donc sur la partie unité de compte de l'assurance vie, à votre avis? Alors, il n'y a pas de réponse oui ou non, hein. On n'est pas tout blanc, tout noir. L'ETF obligataire dans la location, tout dépend, il en existe différents types. Donc après, est-ce que on est plutôt sur de l'obligation type obligation d'État, donc est-ce qu'on est sur de l'OAT, mais on peut aussi être sur de l'obligation de sociétés privées, des sociétés privées qui ont besoin d'argent, et en fait vous avez des ETF sur le sujet. Donc l'obligation actuellement, d'une part la reprise de l'inflation, enfin elle n'est pas encore dite structurelle, on est au tout début en France et en Europe, mais en tout cas en France, on n'est pas encore sur une inflation structurelle confirmée, donc on n'est pas encore dans le scénario qu'on aimerait éviter, mais on n'y est pas. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, si vous faites de l'obligation en assurance vie, privilégiez des obligations en devise européenne, parce que le but de l'obligation, en fait, ça va être de lisser le risque de la partie action. C'est-à-dire que je fais un peu d'action, mais pour limiter le risque de cette partie action très volatile, très risquée, eh bien, je vais compenser avec un peu d'obligation. Et donc, dans ce cas-là, il faut que l'obligation reste en devise européenne, d'accord, pour éviter un plus grand risque. Parce que le risque de change. Voilà, le risque de change, parce que la devise, c'est un risque supplémentaire. Donc, il y a le risque de perte d'un placement, mais il y a aussi, quand il est libellé dans une autre monnaie, le risque de change, qui peut entraîner un supplément de risque qui n'est pas voulu, puisque c'est plutôt une poche dite assez sécuritaire qui va compléter l'exposition aux actions. Et la deuxième chose, c'est plutôt privilégier des obligations de sociétés privées qui peuvent paraître un peu moins sûrs que des obligations d'État, mais qui vont avoir des durées de vie plus courtes. Et donc, qui vont permettre, au gré de la reprise ou non de l'inflation confirmée, être vendus et rééchangés et permettre un meilleur mouvement et un meilleur positionnement en termes de performance. Et ces ETF, on trouve de tout. Donc, vous le disiez, on trouve des ETF obligations sur les obligations d'État, on trouve des obligations corporate sur des entreprises, on trouve des ETF high yield aussi sur des entreprises un peu plus risquées. Oui, vous trouvez donc, de tout l'univers des obligations, finalement, on le retrouve à l'intérieur de ce véhicule. D'accord. Tout à fait. Très bien. Donc, je dirais, l'obligation, il ne faut pas mettre que de l'obligation. Enfin, moi, je n'irai pas que sur de l'obligation. L'obligation est là pour pondérer une exposition aux actions. En remplacement, par exemple, du fonds euro, ça se voit, sur un profil peut-être un peu plus équilibré que prudent, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt de l'obligation, attention à la devise, obligation européenne, et par rapport à ce risque inflationniste qui est là, plutôt de l'obligation de dette de sociétés privées qui ont des durées de vie un peu plus courtes que les OAT, pour pouvoir les obligations d'État, pour pouvoir les vendre et en racheter des nouvelles à de meilleurs taux. Pour pouvoir réagir en fonction de l'évolution des marchés. Autre question. Y a-t-il des différences entre l'assurance vie des banques type BNP et celle des mutuelles type Massif et celle des banques postales? Alors moi, ce que je pourrais vous dire, la différence, l'assurance vie, elle fonctionne à peu près de la même manière. Ce qui change d'un assureur à un autre, c'est l'univers financier. C'est-à-dire qu'il y a certains assureurs qui vont vous dire, moi, je suis assureur, j'ai une grosse société de gestion qui fabrique plein de fonds, plein d'unités de compte, eh bien dans mon contrat, je vais vous offrir à vous assurer la possibilité d'investir dans tout un tas de secteurs, mais ce sera avec les fonds de ma filiale. Donc vous aurez un seul fournisseur de fonds
la filiale de l'assureur. Donc ça, c'est à vérifier. Et puis, vous avez d'autres assureurs qui vont vous dire, écoutez, moi, je mets à votre disposition, je préfère mettre à votre disposition plusieurs sociétés de gestion. Donc, vous pouvez aller, je mets des fonds actions, mais de plusieurs sociétés. Donc là, vous pouvez choisir. Donc, la différence déjà entre les contrats, c'est ça. C'est le choix de l'univers financier. Est-ce qu'il est vraiment... Tous les fonds qu'on me propose sont fournis par un seul et même gestionnaire d'actifs, ou est-ce que j'ai le choix entre plusieurs gestionnaires d'actifs? Évidemment, le mieux étant d'avoir le choix entre plusieurs gestionnaires d'actifs, parce qu'une société de gestion d'actifs peut être excellente sur un de ses fonds et très mauvaise sur un de ses autres fonds. Donc ça vous permet de choisir par catégorie de fonds que vous avez envie finalement d'investir, eh bien, la société de gestion qui va bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Les autres différences, elles sont en termes de rendement. Là, c'est pas voulu, mais il se trouve que les banques assureurs, donc les filiales de banques, sont arrivées sur le marché plus tard. Et donc, pour la composition de leurs fonds en euros, elles les ont composés plus tard, elles ont moins de risques dedans, enfin bref. Et donc, en général, dans les contrats des filiales de banques, eh bien, le rendement est un peu plus faible que chez les assureurs et que chez les mutuelles d'assurance qui, elles, ont de bons rendements. Voilà. Eh bien, écoutez, Charlotte, je crois qu'on a fait le tour de la question. En tout cas, merci de votre aide, c'était très clair. Merci à vous. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour parler du plan d'épargne retraite.